Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans 101%. Alors bon, vous commencez à le savoir, je n'aime pas me répéter et je n'aime pas la polémique. Malheureusement, le contrat qui me lie à No Life ne me permet pas tout le temps de choisir les rubriques et surtout le sujet qu'elles abordent. Par contre, ce même contrat ne m'interdit en aucun cas de donner mon opinion. Alors je suis joie aujourd'hui parce qu'avec la critique de Unepic, avec Moneyshot et la Minute du Geek consacrée au modding, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Par contre, les news, ça va. Threes est un petit puzzle game sans fin. Il faut y faire glisser des cases pour fusionner de plus en plus de chiffres. Une seule condition pour rendre la fusion possible, que les chiffres soient divisibles par 3. Il ne faut pas se laisser abuser par son apparente simplicité, c'est justement celle-ci qui a demandé des mois de travail au designer du jeu. Et pas n'importe qui, Greg Wallwend, qui a travaillé sur Ridiculous Fishing, et Asher Vollmer, ancien designer chez That Game Company. Les efforts ont payé car le titre s'est fait remarquer, jusqu'à être en lice pour la catégorie design de l'IGF 2014, qui se tiendra en mars prochain. Il sera possible de réviser sa table de 3 sur iOS à partir du 6 février. The Trials of Glork est un projet qui s'est lancé sur Kickstarter en mars 2010, bien avant que Double Fine Productions n'emballe la machine et n'attire l'attention de tout le monde sur le crowdfunding. Il s'agit d'un shoot de type Galaga créé par Pixel Jam, déjà derrière Dino Run où vous deviez courir pour échapper à l'extinction. Le jeu est en phase de finalisation pour iOS et bientôt il sera possible de descendre des extraterrestres générés procéduralement au moyen de diverses armes, lasers, armes à feu, etc. Et surtout, pas d'achat in-game. Il est triste de constater que cela devient assez rare pour devoir le préciser. Le look cartoon flashy fait penser à un Futurama sous acide, enfin, encore plus sous acide que d'habitude. Il est au service d'un principe de jeu simple, sans level up compliqué, juste du shoot à l'ancienne, et rien que ça donne quand même bien envie. Oh, not bad. Not bad at all. La Wii U ne se vend pas, ou pas assez. Ça, tout le monde le sait. Mais les chiffres récemment annoncés font tout de même très mal. Au point qu'Iwata Satoru, l'actuel président de Nintendo, a annoncé qu'il allait diviser son salaire par 2 pendant 5 mois pour aider symboliquement sa société dans cette période de crise. Alors que Nintendo espérait réaliser des bénéfices de 55 milliards de yens pour l'année fiscale, qui s'arrête le 31 mars prochain, ils ont récemment annoncé avoir revu à la baisse ses estimations. De 55 milliards de bénéfices, ils sont passés à une perte nette de 25 milliards de yens, soit environ 250 millions de dollars ou encore 180 millions d'euros dans le rouge. Ces chiffres sont d'autant plus décevants et inquiétants qu'ils prennent en compte les ventes de Noël, habituellement très fortes pour le constructeur. À titre de comparaison, la Wii U s'est vendue à 2,4 millions d'exemplaires durant les 9 premiers mois de cette année fiscale, alors que Sony est parvenu à écouler 4,2 millions de PS4 et Microsoft plus de 3 millions de Xbox One en l'espace de quelques mois. Interrogé sur l'avenir de Nintendo, Iwata Satoru a réaffirmé avec force qu'il n'allait pas renoncer au marché des consoles. Pas question de se contenter d'adapter leur licence sur d'autres plateformes, à l'image de ce qu'a fait Sega après l'échec de la Dreamcast. Nintendo a ainsi parlé d'une appli smartphone qui permettrait de communiquer sur ses jeux auprès de ce public, mais a nié le fait que cette appli puisse comprendre des jeux ou même des démos de jeux. Les priorités de l'éditeur-constructeur restent la Wii U et l'utilisation de son gamepad, jugée à juste titre insuffisante, le développement de jeux exploitant la technologie NFC de sa mablette, à l'image de ce qu'Activision et Disney proposent avec Skylanders et Disney Infinity, la santé, oui, la santé, avec des softs dédiés au bien-être des joueurs comme avait su le faire la Wii, et puis Nintendo compte énormément sur la sortie de Mario Kart 8 en mai prochain pour relancer les ventes de sa console de salon. Car malheureusement, Super Mario 3D World n'est pas parvenu à reproduire le monstrueux succès commercial du tout premier New Super Mario Bros. Wii, qui avait boosté les ventes de la console. Nous abordons à présent la critique de Unepic. C'est un Metroidvania en 2D avec une dimension RPG, très sympathique au demeurant à ce que j'en ai vu. Mais par contre, le pitch, c'est l'histoire d'un joueur de jeu de rôle qui se retrouve pendant une partie projeté dans un monde un petit peu blablabla. Ça, vous le verrez dans la critique. Par contre, l'intro du jeu montre les rôlistes comme des gens qui boivent de l'alcool pendant leur partie, voire prennent des substances illicites. Et je trouve que ça, c'est quand même un petit peu exagéré. Ça donne une mauvaise image du joueur de jeu de rôle. Je connais plein de gens qui sont pas du tout comme ça, qui ont besoin de rien, hein, et de l'amour, de l'eau fraîche, et puis des dés, hein, ça peut aider.
Mais non, c'est pour ça, ça me choque un petit peu cette manière de présenter les gens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, bon, la critique, elle dira ce qu'elle en vaudra. Moi voilà, j'ai donné mon point de vue, ça me suffit. Rejeté une première fois par Steam pour des raisons qu'on a encore du mal à comprendre, Unepic, un action RPG développé par le talentueux Francisco Tellez des Meneses, enchante depuis maintenant un peu plus de 2 ans les joueurs PC du monde. Disponible depuis peu sur le portail du géant américain, le jeu s'est récemment vu adapté sur Wii U. Souvent classé dans la catégorie des Metroidvania, son auteur aime dire que le jeu est avant tout inspiré de The Maze of Gallius, un titre sorti à l'époque sur MSX. Unepic vous place dans la peau d'un jeune rôliste au cours d'une partie de ce qu'on imagine être du Donjons et Dragons entre amis. Alors que vous profitez d'un moment de pause pour aller vous soulager, vous vous rendez compte que les toilettes ne sont pas éclairées et que les parois ne ressemblent pas vraiment à celles de vos souvenirs. L'endroit est même plutôt grand pour des toilettes. En allumant votre briquet, vous vous retrouvez dans ce qui semble être un donjon. C'est là que commence votre aventure pour le moins spéciale. On nous annonce très vite la couleur. Ici, on ne se prend pas au sérieux. Le jeu multiplie d'ailleurs les traits d'humour en utilisant des références liées aux jeux vidéo, à la science-fiction, aux jeux de rôle papier, bref, à toute cette culture qu'on apprécie particulièrement ici. Mais Unepic ne se contente pas d'être une parodie d'un quelconque univers. Il possède de réelles qualités que certains actions RPG devraient lui envier. Tout d'abord, il fait une utilisation instinctive et intelligente du gamepad. Ce dernier sert effectivement d'inventaire et permet de créer ses raccourcis, ranger ses items et switcher d'équipement en un clin d'œil. Le jeu est plutôt riche et propose du combat et de l'exploration comme on en trouve dans un Metroidvania, mais aussi une grosse dimension RPG, à l'image de cette feuille de personnages bien fournie. Il est effectivement question de force et faiblesse contre tel ou tel élément, de stats qui influent sur les dégâts, de pourcentage de coups critiques, de level up et de points à distribuer, de sortilèges et de potions à crafter soi-même, de quêtes annexes, bref, de choses qui parlent et font plaisir à ceux qui cultivent un amour pour le jeu de rôle. Les combats quant à eux sont plutôt classiques, mais demandent tout de même aux joueurs de réfléchir un minimum avant de marteler un bouton. Certaines armes ne sont par exemple pas super efficaces contre certains types d'ennemis, et d'une manière générale, le jeu aime rappeler qu'on évolue dans un donjon dangereux. Il n'est donc pas rare de mourir à l'occasion d'un affrontement standard, ou même à cause d'une succession de pièges vicieux. Heureusement, les différents modes de difficulté permettent de se crafter une expérience personnalisée. En mode normal par exemple, la mort n'est pas excessivement punitive puisque vous réapparaissez au dernier checkpoint. En mode difficile en revanche, vous devrez veiller à sauvegarder souvent, mais gagner en contrepartie plus de points à répartir lors d'un level up. Au final, Unepic constitue une expérience amusante et plutôt agréable, relativement longue pour son prix et naturelle lorsqu'elle est vécue sur Wii U. On pourra éventuellement avoir un peu de mal avec la prise en main, le gamepad de la console n'étant franchement pas optimal pour se sortir de situations nerveuses et tendues. On apprécie toutefois ce mélange malin de Metroidvania et de RPG, et on invite les développeurs en perte de vitesse à jeter un œil à cette scène indé décidément inspirée. Dans Money Shot, la rubrique se termine systématiquement par la phrase « N'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma ». Alors, oui, et pourquoi hein, franchement, moi j'aime bien regarder les films en avant-première sur YouTube, que les gens ils ont filmé comme ça dans la salle avec leur téléphone portable, comme ça, on a le sentiment d'être vraiment dans une salle, alors qu'on n'a pas à bouger de chez soi, pardon, c'est l'énervement. Voilà, comme je vous disais aussi précédemment, j'ai une grosse prostate, une petite vessie. Moi, je peux pas rester 1h50 à regarder Harlock au cinéma. C'est pas possible, ça devient une torture sur la fin. Alors, si c'est pour se taper le meilleur moment du film, normalement, hein, en attendant impérativement que ça finisse pour se mettre à courir avec tous les autres, hein. Alors, non, je suis désolé, le cinéma, ce n'est pas toujours jamais mieux qu'au cinéma. Voilà. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, on sort nos glaives et on bande nos muscles saillants avec la suite de 300 et Pompéi. 300, le second long-métrage de Zack Snyder, sorti en 2007, fut un événement porté par une hype gargantuesque. À l'époque, le film excitait l'impatience des spectateurs avec ses bandes annonces alléchantes, nous annonçant de furieuses batailles, brutales et ensanglantées, le tout enrobé avec une esthétique inédite au cinéma. Mais lorsqu'il fut enfin projeté au public, ce fut une douche froide pour pas mal de monde. On lui reprocha un scénario trop simpliste, une direction artistique qui, finalement, était déjà en partie périmée au moment de la sortie, et des séquences crypto-gays virant au ridicule.
Cependant, 300 fit un carton au box-office et une suite fut rapidement mise en chantier. Un chantier qui a pourtant pris beaucoup plus de temps que prévu puisqu'il aura fallu attendre 7 ans. La production fut chaotique en raison d'une phase d'écriture qui partait dans tous les sens sans savoir dans quelle direction aller. Pendant pas mal d'années, cette suite de 300 a été envisagée comme une préquelle jusqu'en 2012 où le tournage d'une suite directe au long métrage de Snyder fut définitivement décidé. C'est donc quelques temps après la fin de 300 que débute sa suite, 300, la naissance d'un empire. Les armées de Xerxès ont vaincu les 300 soldats spartiates de Léonidas, mais les forces athéniennes se dressent pour protéger la Grèce. Menée par Thémistoclès, l'armée grecque devra faire face à une nouvelle menace, cette fois-ci maritime, avec une immense flotte dirigée par la terrible Artémisia. Son personnage étant mort à la fin du premier film, il est évident que Gerard Butler ne reprendra pas le rôle de Léonidas, qui le fit découvrir au grand public. Son successeur sera Sullivan Stapleton, que l'on a pu voir dans Animal Kingdom ou la série Strike Back. À ses côtés, on retrouvera Rodrigo Santoro, à nouveau sous les traits de Xerxès. Lena Headey, qui reprend son rôle de la reine Gorgo, veuve de Léonidas, ainsi que la belle française Eva Green, qui incarne la redoutable Artémisia. À la réalisation, ce n'est plus Snyder, mais Noam Muro, un réalisateur israélien, dont le seul fait d'armes est la comédie Smart People, sortie en 2009. Pour être franc, il est difficile de s'exciter sur ce 300, la naissance d'un empire. Peut-être à cause du premier film qui n'a pas su totalement convaincre, d'un cast un peu moins sexy ou d'une esthétique peut-être plus léchée que celle de son aîné, mais qui a déjà été vue et revue, notamment dans Les Immortels et les séries Spartacus. Cependant, la bande-annonce que vous allez voir n'est pas si déplaisante que ça, avec des batailles navales qui semblent être assez spectaculaires. 300, la naissance d'un empire, sortira le 5 mars 2014. It begins as a whisper, a promise. The lightest of breezes dances above the death cries of 300 men. That breeze became a wind. A wind, my brothers, of sacrifice. A wind of freedom. A wind of justice. A wind of vengeance. Nothing will stop the march of my empire. I will attack the Greeks with my entire navy. There will be death and destruction. Yes, there will be. Reste dans la thématique des corps musclés et tartinés à l'huile de Monoï avec Pompéi. Ce film est la nouvelle réalisation de Paul Anderson. Vous savez, l'esprit malade derrière la franchise ciné des Resident Evil ou des aberrations telles que Alien vs Predator et les Trois Mousquetaires. Après tous ces délires un peu what the fuck, il s'est décidé à être beaucoup plus sérieux en traitant de la catastrophe qui a ravagé la ville de Pompéi en l'an 79 après Jésus-Christ. On y suit Milo, l'esclave d'un puissant marchand qui tente de racheter sa liberté afin de pouvoir épouser son amour, Cassia, la fille de son maître.
Pour se défaire des chaînes de l'esclavage, Milo va risquer sa vie comme gladiateur. Mais au même moment, la terre gronde et d'étranges fumées noires s'élèvent au Vésuve, non loin de là. À la distribution, on retrouvera Emily Browning, Carrie-Anne Moss, Jared Harris, Kiefer Sutherland, Jessica Lucas, cet acteur au nom imprononçable Adewale Akinioye Adjibje, ainsi que Jon Snow, alias Kit Harington, qui obtient là son premier rôle en tant que tête d'affiche. Mais on a tendance à se demander s'il a fait le bon choix, ou même s'il possède assez de discernement pour choisir ses rôles au cinéma, car ses deux premières incursions sur grand écran se résument à un second rôle tout pourri dans le non moins pourri Silent Hill Revelation, et ce premier rôle chez Paul Anderson, qui n'est pas un réalisateur réputé pour la qualité de ses films. D'autant plus qu'à la vue de la bande-annonce, on a plutôt l'impression d'avoir affaire à un sous-gladiator, matinée de film catastrophe, mise en scène par un Anderson essayant de faire du Roland Emmerich. Et clairement, ce n'est pas le genre de perspectives qui vont nous donner envie de voir ce Pompéi. Cependant, comme avec tous les metteurs en scène ayant réussi au moins un bon film dans leur carrière, on se prend à espérer, sans beaucoup y croire, à un sursaut qualitatif. On verra ce qu'il en est lors de la sortie de Pompéi, prévue pour le 19 février 2014. It was the jewel of our empire. People of Pompeii! Let the games begin! A place of corruption, Kill them. temptation, That slave looks at you as if he's in a dream, Cassia. and a battle. What is your name? My name is Milo. For survival. Tomorrow we fight. Slaves that live earn their freedom. From all corners of the Roman world, people would gather here. What is this? It is the mountain. But for all our strength, Can you feel that? we lived in the shadow of a greater power. Whatever is happening here, we find freedom, my friend. We have to get to the harbor. Finir, voici le trailer de l'adaptation ciné du jeu vidéo Need for Speed, dont l'approche semble s'inspirer de l'épisode The Run. À la vue de ces images, on craint le pire, tant le film a l'air de se prendre un peu trop au sérieux. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. In our world, you always go back. You just left him there. That's what I can't forgive. That's my boy. Yo, T, I'm really happy you're home. Boys, we missed you, brother. It's time to celebrate. Call up some females. Do you know any pretty ones? You like your mama? What are you thinking, Toby? This could put him away for life. It's time we make him pay. But first, we're gonna need a fast car. Y'all ready? We're doing this. Racing is an art. Revenge will surely come. But racing with passion, that's high art. And I think that's Toby Marshall driving the chariot of the gods. I'm willing to give $6 million to anyone who puts a stop to him. We'll settle this behind the wheel.
motor oil, all swirling together. There's an APB out for your arrest in 10 states. Maybe we should rethink the plan. I'm never gonna stop. You are out of your mind. I love it. Et c'est comme pour la Minute du Geek. Quand je lance la Minute du Geek consacrée au modding, où est-ce qu'elle est, Pascaline, pour que je lui demande ce que c'est le modding? Parce que bon, je veux bien aller sur Internet. J'ai déjà entendu parler des mods sur tel ou tel jeu, sur... Hein, ça je connais. Mais quand je vais sur Internet pour me renseigner, qu'est-ce qu'ils me disent? Alors, soit c'est un mod pour un jeu, soit c'est le bolidage de PC. Alors voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon lancement comme ça, un petit peu flottant, flou. Est-ce que ça va être le bolidage de PC? Ou alors les différents modes qu'on peut trouver sur les jeux? Non, c'est pas possible, c'est pas professionnel ça. Voilà, encore une chose qui m'énerve. Le modding est une pratique aussi vieille que l'industrie du logiciel. Elle consiste à s'approprier un produit numérique pour en faire un usage nouveau et dont le résultat aura une valeur créative ou purement utilitaire. Le terme vient d'ailleurs de l'anglais mod, qui est une abréviation du mot modification. Les mods sont le plus souvent faits par des utilisateurs enthousiastes qui partagent leurs ajustements et améliorations sur le produit original. Par exemple, le logiciel gratuit PHP-BB, extrêmement utilisé dans la création de forums, dispose de nombreuses modifications d'utilisateurs qui ajoute ainsi des nouvelles fonctions au logiciel. Le jeu vidéo est l'un des domaines extrêmement propices à ces modifications. Avec la montée en puissance des communautés de joueurs et leur désir d'être impliqués dans le processus de création, des outils sont parfois mis à leur disposition. Dans certains cas, le développeur propose un éditeur de jeu officiel. Sinon, il arrive que les plus passionnés des joueurs s'en chargent d'eux-mêmes. En général, ces logiciels permettent de créer des niveaux, des cartes, des campagnes ou des scénarios. La pratique a d'ailleurs pris encore plus d'importance avec l'arrivée des moteurs de jeu toujours plus complets et offrant de nombreuses possibilités. Sans oublier les simples fichiers de données, une mine d'or pour modifier l'équilibrage ou ajouter et transformer des éléments d'un jeu assez facilement. C'est notamment le cas des fichiers de type XML, plutôt faciles à lire pour des joueurs qui baignent dans l'informatique. On compte à ce jour un grand nombre de jeux variés qui ont des éditeurs reconnus. Il y a l'éditeur de cartes de Far Cry et des différents Crysis, nommé Sandbox, l'Unreal Editor, qui est l'éditeur de niveau pour la série des Unreal, puis les éditeurs intégrés aux divers Trackmania, Age of Mythology, Total War, Warcraft 2 et 3, et bien d'autres encore. Du fait de son accessibilité et de sa polyvalence, le PC est la base de travail privilégiée des modeurs. Mais on notera certains essais des développeurs sur console. Little Big Planet aura ainsi fait date sur le sujet avec un éditeur de niveau très accessible lors de sa sortie en 2008. Autrement, Halo Reach sur Xbox 360 ou Super Smash Bros. Brawl sur Wii sont d'autres tentatives pour faire contribuer la communauté et enrichir les jeux à moindre coût. Pour faire court, il y a des modes pour tout. Un jeu comme Skyrim dispose à ce jour de plus de 1500 modes. À la suite de la sortie de l'éditeur officiel en février 2012, la création est devenue plus simple, plus sérieuse et plus diverse, avec ajout de races, d'armes, de quêtes, de donjons, modification des règles, des textures, etc. Si on compte comme une autre forme de modding toutes les mises à jour graphiques d'anciens jeux, du style de Deus Ex 1, New Vision, ou les créations de jeux nouveaux, à l'instar du fameux DZ issu à l'origine d'Arma 2, on peut être assuré que les joueurs ont encore beaucoup de matière pour nous surprendre. Alors voilà, j'espère ne pas vous avoir choqué par la virulence de mes propos, mais c'est vrai que quand la coupe est pleine, il faut que le feu déborde, et c'est vrai que ce soir, vous avez été les témoins de ces légers égarements. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et pour me calmer, je vous propose de nous faire tous mutuellement des gros bisous les uns les autres. C'est vrai que ça smooth l'âme,
ça purifie. Voilà. Oh, je me sens déjà mieux. Des gros bisous à tous et à toutes.